Alors bonjour tout le monde, bienvenue sur Plein Potentiel podcast où je m'entretiens avec des personnes inspirantes sur leur parcours ainsi que différents sujets reliés à la préparation mentale, la réussite et le développement personnel. Pour cet épisode 34, qui est le premier épisode en vidéoconférence, j'ai reçu Annie Chouinard. Annie qui est une grimpeuse qui fait de l'escalade là, depuis une dizaine d'années. Elle a aussi fait des compétitions équestres de la discipline du dressage dans le passé. Elle est coach au Aléop à Montréal, qui est un centre d'escalade intérieur. Et finalement, elle est aussi technologiste médicale ou biomédicale. Là, je suis pas sûr, j'espère que j'ai le bon titre exactement. Donc, c'était intéressant avec elle de parler étant donné qu'elle travaille dans le domaine de la santé. Là, on a pu parler de comment elle vivait ça, la situation du virus là, actuellement. D'autant plus qu'elle travaille à l'hôpital de Verdun où plusieurs cas de COVID là, ont été détectés chez le personnel. Donc, j'ai parlé avec elle là, de comment que la situation faisait en sorte que comment les gens vivaient avec le stress, comment que elle vivait avec ce stress-là aussi, puis ces grands changements-là, en fait. Sinon, autre sujet de discussion, en lien avec le COVID, on a parlé de l'adaptation de son entraînement en escalade, comment qu'elle a réussi à adapter ça. On a parlé de comment surmonter ses limitations. Annie, qui est une tout petite grimpeuse, donc 5 pieds 1, je crois, autour de ça. Donc, ça vient avec certaines limitations quand on grimpe, quand les prises sont à portée là, plus éloignée. Donc, il a fallu, avec le temps, qu'elle adapte sa façon de grimper, qu'elle trouve des façons de surpasser ça, qu'elle devienne plus forte physiquement aussi là, pour s'aider dans tout ça. Sinon, on a aussi parlé des comparaisons, comment que se comparer aux autres dans le sport et en escalade là, en particulier, comment ça peut être malsain et même et vraiment inutile en fait, là, parce que les comparaisons sont difficiles parfois à faire. On a parlé aussi de gestion de stress en compétition. Elle qui a fait des compétitions d'escalade dans le passé, mais aussi des compétitions équestres. Donc, comment qu'elle a développé des techniques là, pour gérer son stress, puis comment qu'elle vit ça de son côté. Donc, excellent podcast, je crois. C'est le premier podcast là, que je vais faire en vidéoconférence, puis j'ai pris la décision de le présenter de façon audio seulement, pour limiter là, les risques de bugs et tout ça, là. Puis aussi parce que le format visuel, là, je trouve que ça vient avec certains désavantages. Là. Il y a un décalage au niveau du son et du vidéo. Puis donc je préfère le présenter seulement là, en format audio. Désolé pour ça. Par contre, on fait avec ce qu'on a. Là. La situation est pas normale actuellement. Donc avant de vous laisser avec cet épisode-ci, je vous rappelle que je suis Francis Lapointe, coach en psychologie du sport et de la performance. D'ailleurs, à ce niveau-là, mes services ne sont pas arrêtés. J'offre des services via Skype ou Zoom. Donc, il n'y a pas de problème si vous avez besoin de travailler l'aspect mental de votre sport. D'ailleurs, en ce moment, c'est très difficile sur le mental, sur la motivation, sur le stress. Il y a beaucoup d'incertitudes. Donc, si vous avez des difficultés à ce niveau-là, n'hésitez pas à m'écrire. Vous pouvez me retrouver au francislapointe.ca dans la section Contact là, si vous voulez m'écrire. Sinon, vous pouvez aussi m'écrire via Facebook ou Instagram. Je vous mets les liens dans la description de cet épisode. Donc, sans plus attendre, bon épisode 34 avec Annie Chouinard. Comment ça va? Ben ça va. Hier, j'ai eu au fait, j'avais la conférence avec les Gagas, là. Ouais. Puis là, ça s'est avéré que, c'est ça, au début, c'était juste à Trois-Rivières, mais là, finalement, il y a eu 200 personnes là-dessus. Ouais, c'est cool, ça leur rejoint pas mal de monde, là. Fait que ça, c'est vraiment cool, là. Ouais, le côté positif de la situation, si on peut dire, là, ça a rejoint plus de monde comme ça, là. Je me suis connecté justement au début, mais il y avait plein de monde. J'avais de la misère à comprendre comment fermer mon audio. J'étais pas sûr si mon audio était désactivé, fait que je me suis juste déconnecté, là. Mais ça s'est bien passé? Oui.
Oui, vraiment. Tu sais, c'est ça. C'était la première fois qu'on faisait ça, là, tu sais, même avec les organisateurs des gagas. Fait que c'est sûr que tu sais, on était un peu pas trop sûr. Là, tu sais, on pensait que c'était pour bugger royalement parce que j'avais des vidéos à montrer puis tout. Puis finalement, ça a vraiment bien été. Là, c'est ça. L'audio a bien été, les vidéos, tout a été vraiment smooth. Là. Fait que c'est ça. J'ai eu des bons commentaires, j'étais vraiment contente, là. Fait que Excellent, ça. Puis fait que c'est ça, j'ai eu des questions aussi sur c'est ça, un peu qui touchait justement à la psychologie sportive. Étant donné que je voulais pas m'éterniser avec chaque réponse, je pense que aujourd'hui, ce qu'on va faire, ça risque de répondre à des questions plus en profondeur de certaines personnes, finalement. Là. Ah, ben excellent. D'abord, peut-être qu'il va en avoir une couple qui vont venir écouter le podcast pour repousser un peu la réflexion. Mais sinon, cette conférence-là, c'était quoi la thématique un peu, celle de Gaga? Les gagas, c'est très c'est très lousse au fait là. C'est dans le fond, ils m'ont demandé de choisir un sujet. J'avais déjà présenté pour eux autres un voyage que j'avais fait d'escalade là en Norvège en 2014. Fait que j'avais présenté à Sherbrooke puis à Montréal. Cette fois-ci, ils m'ont proposé de faire un peu un portrait dans le fond de mon background là, parce que mon parcours en escalade est vraiment pas conventionnel. Tu sais, la plupart des gens commencent dans un gym, commencent jeunes puis tout. Fait que moi, j'ai vraiment tout un autre background là avec l'équitation puis tout ça. Puis j'ai commencé à grimper tard aussi. Fait que c'est ça, c'était de faire réaliser aux gens que ce que j'ai atteint aujourd'hui, c'est ça, la ligne n'a pas toujours été droite. Puis c'est ça, d'expliquer le parcours finalement là, d'un bout à l'autre. Là. Ouais. De montrer un peu que il n'y a pas juste une façon de se rendre où ce que tu t'es rendu, là, peut-être. Là. Puis, oui, tout à fait. C'est ça. Je voulais commencer par parler un peu de la situation actuelle. Moi, dans le fond, je pense que, dis-moi si je me trompe, mais je pense que tu travailles dans le milieu de la santé. Oui, c'est ça. Je suis, au fait, c'est une réorientation. Là. Je suis technologiste médicale depuis 3 ans. Je suis à l'hôpital de Verdun dans le laboratoire de pathologie en ce moment. Là. Oui. OK. Fait que là, en ce moment, tu travailles là, dans toute cette situation bordélique, si on peut dire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis c'est sûr que de notre côté, on a un petit peu une perspective différente de ce qui sort à tour de bras dans les médias, dans le sens que, tu sais, on vit là-dedans au quotidien. Tu sais, moi, je suis en pathologie. Le laboratoire d'à côté, c'est la microbiologie. Donc, c'est le laboratoire, là, depuis une dizaine de jours qui reçoit tous les spécimens du CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. Fait que c'est ça. C'est des quantités phénoménales de spécimens qu'on reçoit. Puis, c'est ça, l'hôpital s'est mobilisé, s'est préparé là, depuis quelques semaines là, parce qu'on savait que ça s'en venait. Au fait, tout ça, c'était analysé à Santé Canada avant. Puis là, eux autres, ça déborde leur affaire. Là, fait qu'ils ont déterminé que certains hôpitaux devraient faire leur part. Là. Fait qu'on a calibré l'appareil. Puis là, c'est ça, moi, je suis en patho, mais là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a plusieurs laboratoires. Un à côté de l'autre, puis on s'est tous mobilisés finalement pour pouvoir aider la microbiologie là, parce que les autres, l'ouvrage leur sort carrément par les oreilles. Fait que oui, on voit les spécimens rentrer un à tour de l'autre. Des fois, c'est par coup de sang que ça rentre là, si ça vient de cliniques externes là, ou de CLSC. Fait que oui, il y a beaucoup d'actions. Puis quand tu parles de spécimens, c'est les tests en fait pour vérifier... C'est ça, c'est les... Oui, c'est ça. C'est les gens qui viennent voir si ils ont attrapé le virus là, finalement. Okay. Parce que ce qui est extrêmement délicat avec ce virus-là, c'est que c'est ça. Hein, on peut être asymptomatique puis être porteur quand même. Là. Malheureusement, ce qui est arrivé avec 5 médecins dans l'hôpital, là, il y avait soit un petit mal de gorge ou un petit toux, puis finalement, il s'avérait qu'il y avait ça, puis il passait ça d'un patient à l'autre.
Fait que c'est comme ça que l'éclosion, entre autres, est arrivée à Verdun, puis que c'est en train de se propager aussi la même histoire dans d'autres hôpitaux, là. Fait que oui, c'est sûr que c'est un climat qui a beaucoup de tension en ce moment. Les gens qui craquent, des employés qui ont plus envie de venir travailler. Fait que c'est vraiment un quotidien très, très différent, là. Oui, bon. Ben c'est ça. Il y en a qui doivent vraiment dealer de façon difficile avec ça, là, tout le stress de le pogner, puis aussi d'infecter là, ses proches. Là. Toi, de ton côté, comment ça va à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a de gestion du stress qui est difficile un peu ou ça va On a jusqu'à des maintenant? protocoles, on a des protocoles super serrés, là. Ça, faut pas, il faut pas se le cacher. En même temps, ils veulent faire attention à nous autres parce que si on l'attrape toute, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui marchera plus à quelque part, là. Et on contrôle pas tout, mais quand on revient chez nous, on se déshabille à l'entrée. On saute dans la douche, on lave notre linge direct, on porte un masque à longueur de journée qu'on change au besoin. Toutes les peaux, tous les spécimens qui rentrent, peu importe, sont désinfectés. On a vraiment là, tout est surveillé, rien qui est fait sur un coup de tête finalement. Là, fait que moi, honnêtement, c'est sûr que l'opinion publique croit qu'on est certes plus exposé, mais moi, en ce moment, je me sens mieux d'aller travailler à l'hôpital que d'aller magasiner chez Costco ou chez Walmart en ce moment, là, honnêtement, parce que c'est ça, il faut faire la part des choses. Là. C'est sûr qu'il y a toujours un risque là, de ramener ça à la maison et d'être asymptomatique, mais en même temps, on suit les protocoles, puis c'est ça. On sent, ça dépend de la perspective de chacun. Oui, vous êtes probablement plus safe que nous quand on va faire notre épicerie juste de façon régulière. Là. Les risques sont pas mal réduits là, pour vous autres en ce moment. Là. Ben, c'est ça. C'est sûr que il y a un risque d'exposition, mais on fait tout ce qui est en notre pouvoir finalement là, pour être à l'écart de ça. Puis là, toi, au niveau de l'entraînement, comment ça se passe? Est-ce que tu réussis à t'entraîner pour l'escalade ou ton entraînement en général? Comment tu as adapté ça? C'est sûr que moi, je viens de Sherbrooke. Mon chum est à Sherbrooke. Puis à Montréal, j'ai une chambre avec 2 colocs. Un minuscule 5,5 là, à côté de l'hôpital, carrément. Là, j'habite à 40 mètres de mon milieu de travail. Okay. Fait que avec mon chum à Sherbrooke, on a un beau setup d'entraînement. Tu sais, lui, il y a des poids, il y a tout le kit. Là, tu sais, moi, à Montréal, ici, je m'étais pas tout à fait installée pour m'entraîner, juste parce qu'on est vraiment un peu à l'étroit ici, là. Fait que je me suis retournée un peu sur un dizaine, là. J'étais allée chez Mec, j'ai acheté la base, là, un hangboard, puis une pole pour m'entraîner dans mon cadre de porte, là. Okay. Après ça, j'ai pris mon programme d'entraînement que mon coach m'avait fait finalement là, pour m'entraîner dans le gym, là, de façon en entraînement spécifique. Puis là, j'ai modifié le plus possible tous mes exercices. Je me retrouve à quand même avoir 2h30 d'amusement par soir, là, dans le sens que mon entraînement a ralenti parce que je grimpe plus. Mais je m'entraîne autant spécifique dans le sens que j'ai vraiment réussi à adapter le programme d'entraînement, là. Puis mon coach a approuvé ce que j'avais fait finalement, là. Non, c'est pas mal plus demandant que je pensais que c'était pour l'être au début quand j'ai fait ça. Puis je suis vraiment contente. Puis au fait, c'est vraiment ce qui me permet de garder un peu la tête au-dessus de l'eau là, avec tout ce qui se passe en ce moment là. Le fait que j'arrive le soir puis que je me donne à l'entraînement pendant, c'est ça, 2 heures, 2h30 là, ça me fait un bien incroyable là. Fait que j'ai gardé la même routine d'entraînement, les mêmes journées de la semaine, les mêmes journées de repos. Fait que moi, c'est ça, ça me permet vraiment de trouver l'équilibre dans tout ça, là. C'est impressionnant comment on peut adapter vraiment tout ce qu'on fait dans le fond avec des moyens du bord. Des moyens, c'est ça, vraiment impressionnant, là. Je sais pas si tu as suivi un peu le snowboarder Sébastien Toutant là, qui fait des vidéos en ce moment chez eux en train de faire des trucs d'équilibre avec
ce qu'il y a chez eux, là, en essayant de pas toucher au sol. Non, j'ai pas vu. Ouais, il y a vraiment moyen de faire des affaires impressionnantes, là. Fait que non, c'est bien que tu continues à faire ça. Au niveau de la motivation, c'est plus dur d'être pogné chez vous, si on peut dire ça comme ça, pendant 2 heures, puis de le faire aussi, là? C'est sûr que, tu sais, qu'est-ce qui fait un peu bizarre, c'est que, tu sais, c'est sûr que l'escalade, c'est une grande, grande source de motivation pour moi. Fait qu'habituellement, ma routine, c'est de grimper en premier. Okay. Puis après ça, de garder assez d'énergie pour m'entraîner par la suite. Là, tout d'un coup, je me retrouve à juste m'entraîner. Puis c'est sûr que une de mes grandes sources de motivation est plus là en ce moment. Là, ça va faire 4 semaines bientôt que j'ai pas grimpé. Puis tu sais, souvent en escalade, on arrête de grimper parce qu'on est blessé, là, à part 2 fois par année que je me permets 2 semaines off juste pour me ressourcer puis me refaire une santé physique. Là. Mais là, vraiment d'arrêter aussi longtemps puis pas savoir quand est-ce que ça va recommencer, c'est sûr que il faut des fois se botter un petit peu plus, là. C'est clair. Mais c'est ça, j'ai comme... l'entraînement, dans le fond, il est spécifique, il est fait pour améliorer les performances en escalade, mais là, tu peux comme pas appliquer ce que tu t'entraînes pour, là, dans le fond. Non, c'est ça. Puis là, c'est ça, la mesure est comme plus là, finalement. Là, fait que les sensations physiques, à savoir, à mesurer, je suis où dans mon corps, je le sentais ça en escalade. Fait qu'il y a des jours que j'arrive à l'entraînement, puis cette mesure-là est comme plus là. Fait que c'est ça, c'est un peu une autre approche, là. Heureusement, je suis quand même quelqu'un qui m'a, tu sais, j'ai pas besoin de m'entraîner avec un partner ou quoi que ce soit pour être motivée, là. Fait que, tu sais, je suis habituée de m'entraîner seule, puis je suis habituée d'être motivée, là. Mais bon, c'est sûr que, tu sais, l'ambiance dynamique du gym, ça y fait quelque chose aussi, là. Fait qu'on sent quand même une différence, là. Ouais, c'est clair. Puis sinon, au niveau de tes objectifs, est-ce qu'en ce moment, tu avais des certaines voies là, que tu voulais faire, puis ou peut-être des voyages que tu voulais faire, là? C'était quoi tes objectifs, puis qu'est-ce que ça a changé à ce niveau-là, là? Au fait, je tombe en vacances jeudi soir. Puis là, c'est ça, j'étais supposée de partir au Kentucky pendant 2-3 semaines, là. Fait que ça, c'est sûr que ça l'a tombé à l'eau, là. Le but, c'était d'aller là-bas, puis d'essayer une voie d'escalade, le prochain projet potentiel, finalement. L'autre chose que j'avais dans l'air qui est planifiée depuis extrêmement longtemps, c'est que mon chum prend un 6 mois sabbatique à partir du mois de juillet, puis on a une vanne, fait qu'on était supposé de partir avec la vanne là, pendant 6 mois. Moi, j'étais supposée de carrément donner ma démission parce que j'ai pas de poste à l'hôpital, là. Puis de partir avec lui. Mais c'est quelque chose que ma boss était avertie depuis longtemps, mais j'avais pas donné ma démission. Tout le monde savait que ça s'en venait, là. Mais c'était mon seul moyen de partir. Fait que moi, j'avais mis des sous de côté. Mon chum était prêt, la vanne était prête. Mais là, on s'entend que peut-être que partir aux États-Unis 6 mois à partir du mois de juillet aux États-Unis, ça sera peut-être pas réalisable, on s'entend, là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est ça, ce soir, faut que je jase justement avec mon coach, là, parce que mes entraînements sont toujours orientés vers un but, vers un objectif, fait qu'on gage tout en conséquence. Là, l'objectif, je sais pas il va être quand, puis je sais pas il va être où. C'est ça, là. C'est sûr que ça commence à compliquer les choses, là. La situation demande vraiment à ce qu'on réévalue de façon régulière les objectifs qu'on a, parce que ça change tellement souvent en ce moment, là. Puis ce qu'on avait avant s'applique pas nécessairement ou s'applique plus du tout. Fait qu'il y avait énormément d'imprévus. Fait que c'est ça, il faut tout le temps réévaluer, tout le temps revoir c'était quoi qu'on voulait faire. Puis en ce moment, je pense que ça prend vraiment des petits objectifs à court terme pour fonctionner parce que sinon, ça devient un peu décourageant. Ça devient décourageant. Ouais, tout à fait. Tout à fait, là. Puis toi, ça fait combien de temps que tu grimpes là, en ce moment? Moi, mon background est vraiment en équitation. J'ai commencé à grimper à l'âge de 8 ans. J'ai arrêté à l'âge de 27 ans. Là, j'ai eu comme une zone grise là, pendant 3 ans.
où est-ce que j'ai fait, c'est ça, de la randonnée, je me suis cherchée à gauche, à droite, j'ai commencé des études, j'ai fait mon bac puis tout. Puis c'est ça, j'ai commencé à grimper en 2010, là, mais vraiment en passant par la porte d'en arrière, dans le sens que j'ai commencé par faire de la randonnée, des randonnées de plus en plus grosses. Là, j'étais dans les Montagnes Blanches, après ça, la traversée des présidentielles dans le New Hampshire. Après ça, le Mont Katahdin. Puis là, ça grossissait tranquillement. Puis après ça, j'ai fait le camp de base de l'Everest. J'ai fait des sommets en Inde, au nord de l'Inde. Après ça, j'étais allée en Amérique du Sud. Puis là, j'étais plus dans l'alpinisme là, que la simple randonnée. Là. Puis c'est ça, à force de faire de la montagne de plus en plus haute, là, je me suis rendu compte que ça me prendrait des techniques d'escalade de glace si je voulais continuer à évoluer dans ce domaine-là. Puis c'est ça, j'ai commencé en glace en premier, puis après ça, à Sherbrooke, il y a un gym d'escalade qui a ouvert. Fait que là, tranquillement, j'ai commencé à aller dans le gym d'escalade. Puis là, finalement, j'ai continué à faire de la glace. J'ai délaissé l'alpinisme. Puis c'est tranquillement l'escalade de roche, finalement, qui a pris de plus en plus de place dans ma vie. Donc, j'ai commencé il y a 10 ans. OK. Le gym d'escalade à Sherbrooke qui est ouvert comme... ça fait pas longtemps ou... ça fait 10 ans. J'ai commencé pas mal quand le gym a ouvert, finalement. Là. Je pense que le gym a dû ouvrir fin 2009, puis moi, j'ai commencé en 2010. Là. OK. C'est vraiment récent, dans le fond, les gyms d'escalade là, au Québec. Oui, tout à fait. Il y en a. C'est sûr qu'à Montréal, il y en a qui sont là depuis plus longtemps que la majorité des autres au Québec, là, mais je dirais que depuis 5 ans, ça l'a littéralement explosé. Là. Là, à Victo, il y en a un récemment qui vient d'ouvrir. Trois-Rivières, ça fait pas si longtemps non plus. À Montréal, il y en a déjà plusieurs. Oui, c'est ça, à Trois-Rivières. Ouais, mais c'est ça, moi, je trouve ça absolument fantastique là, que ça bouge comme ça. Là. À Montréal, il y a déjà plein de gyms, puis il y en a encore qui ont ouvert récemment. Là, ça a comme été une évolution qui n'a pas vraiment ralenti finalement jusqu'à date. Là. Puis c'est sûr que le fait que l'escalade en tout cas, c'était supposé être aux Olympiques cette année, là. Ça va l'être l'année prochaine. Là. C'est sûr que ça l'a rendu accessible au public, au grand public, finalement. C'est ça, tout ce qui se passe. Oui, puis c'est plus rendu un sport, en tout cas, plus seulement un sport extrême, là, avec les escalades, les centres d'escalade de blocs aussi sont vraiment accessibles à tout le monde. Puis tout à fait. En fait, c'est un entraînement, là. C'est un centre d'entraînement. Fait que... Oui. Puis, comment ça a commencé au début? Est-ce que tu étais... j'imagine que tu n'étais pas bonne immédiatement, mais est-ce que tu as vu que tu avais déjà des forces là-dedans? Dans le... Tu sais, mon passé est quand même dans le monde des chevaux, là. J'ai poussé beaucoup dans le monde des chevaux, dans le sens que à l'âge de 17 ans, je suis partie en Europe pour m'entraîner. Puis, tu sais, mon but, c'était d'aller le plus loin possible dans les sports équestres. Fait que je dirais que tout ce qui est caractère, tout ce qui est... c'est ça, le processus au quotidien, qu'est-ce que ça prend pour faire de la compétition, et le travail mental, puis tout ça, ça vient du monde des chevaux, mon éthique de travail, puis tout ça. J'ai poussé jusqu'au niveau international dans les chevaux. Puis, c'était mon travail à temps plein, là. 4 ans et demi en Europe, que j'ai vécu, en 2 ans en Suisse allemande, 2 ans et demi en Allemagne, 2 ans et demi aux États-Unis. De temps en temps, je revenais au Québec. Fait que c'est très, très physique entraîner des chevaux, là. Fait que c'est sûr que, tu sais, physiquement, j'ai appris à connaître mon corps au fil des années. Fait que quand j'ai commencé l'escalade, c'est sûr que c'est quand même un sport différent. Mais le fait que j'avais déjà un background athlétique, je pense que ça m'aidait en partant, là. Ouais. C'est sûr que, tu sais, mentalement, l'escalade, c'est... Au niveau physique, le travailler avec des chevaux, je suis curieux de savoir c'est quoi les forces que ça prend, quel muscle exactement qui est le plus impliqué, peut-être, là? Oui.
Moi, j'étais en dressage. Le dressage, c'est vraiment une discipline, tu sais, qu'on voit, les gens sont dans un grand rectangle de sable avec des lettres, là, puis c'est vraiment une discipline de précision, finalement. Puis c'est les cavaliers qu'on voit qui sont assis vraiment droit dans leur selle, là, avec le petit chapeau noir, le grand veston noir, les bottes noires, les pantalons blancs, là, tu sais, c'est vraiment très classique là, comme discipline. Fait que ça prend, je dirais, entraîner les chevaux, ça prend vraiment beaucoup de corps, au fait, parce que, tu sais, ça bouge beaucoup, un cheval. Fait que si on est tout mou, on se promène tout partout, à gauche, à droite, là, dans la selle, là. Puis ça, le cheval le sent. Puis quelqu'un qui est un peu trop mou, il risque de se faire catapulter par le cheval, là, parce que c'est pas agréable pour le cheval. Puis ça le met pas en confiance non plus. Fait que le fait d'être assis vraiment droit et stable, ça prend beaucoup de corps. Quand j'entraînais des chevaux, c'est sûr que, tu sais, étant donné que mon métier, c'était de les emmener à un autre niveau. C'est sûr qu'on parle d'un animal de 1500 livres, là, contre moi qui fait genre pas mal moins que ça, on s'entend, là. Ouais. Fait que c'est sûr que, tu sais, c'est quand même pas mal dans les avant-bras, là, parce que eux autres, s'ils décident qu'ils tirent fort sur leur mort, finalement, là, tu sais, sur ce que sur les rênes, ce que t'as dans les mains, c'est sûr qu'ils peuvent vraiment te brasser pas mal, là. Fait que c'est vraiment d'avoir vraiment les coudes au corps. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça prend des bonnes épaules, des bons trapèzes, puis il faut être prêt un peu à tout quand on entraîne les chevaux. Fait que c'est sûr que la force du haut du corps est quand même pas mal stimulée finalement, là. Puis, tu sais, aujourd'hui, j'ai des bonnes épaules, j'ai des bons avant-bras, mais au fait, c'était déjà là du monde des chevaux, là. Le monde, ils me disent, ça paraît que tu grimpes. Puis je suis comme, au fait, si vous m'auriez vu pendant que j'entraînais des chevaux, c'était pareil, là, tu sais. C'est sûr qu'il y a des muscles qui ont changé, mais ça reste quand même que la base à cheval était là, là. Fait que c'est mental, là, tu sais. Je dirais qu'en escalade, tu sais, c'est les premières années, tu sais, c'est pas naturel là, pour nous autres d'évoluer à la verticale, là. Fait que c'est sûr que c'est à ce niveau-là qu'il faut travailler quand même un peu plus. Puis les doigts, là, c'est bien beau avoir tous les muscles du monde, mais les doigts, c'est très spécifique à l'escalade. Au fait, là, on peut pas entraîner ça comme on va entraîner ses pecs ou quelque chose comme ça. Là, il faut juste leur laisser le temps au début. Puis après ça, c'est sûr qu'il y a des exercices qu'on peut faire pour les renforcer. Là, mais il faut être quand même patient. Non, c'est ça. Moi, j'ai lu quand même souvent que quand tu débutes, ça sert à rien de commencer à t'entraîner les droits, rien de très spécifique en fait. Là. L'important, c'est de grimper, je pense, là, dans la première année, peut-être même les 2 premières années. Là. Oui, les 2 premières années, là, c'est mieux de faire beaucoup de volume que d'essayer de devenir trop fort trop vite parce que c'est là que ça joue des tours finalement. Oui, c'est ça. D'être plus fort du haut du corps peut te nuire à long terme parce que tu vas pas t'habituer à utiliser le bas de ton corps puis tes jambes. Tu vas tout le temps t'habituer à forcer avec le haut du corps puis ça fait que ta technique, tu vas moins la travailler dans le fond. Là. Oui, c'est ça. Ça lag là, dans ce temps-là. C'est en plein ça. Là. Puis pendant qu'on parle un petit peu au niveau équestre, là, moi j'avais des questions par rapport à ça parce que ça m'intéressait aussi. C'est pas de quoi que j'ai entendu parler souvent. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est un travail avec le cheval, avec l'animal, fait qu'il doit avoir quand même l'importance d'avoir une chimie, une symbiose qui se développe vraiment avec l'animal. Puis moi, j'ai entendu souvent que le cheval, c'était un animal qui a une grande sensibilité. Fait que j'imagine que la gestion des émotions, gestion du stress doit être importante parce que lui, il peut le sentir, ça, là. T'as parfaitement raison. En fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui se rendent compte à quel point le cheval est un animal sensible. Au fait, c'est un peu... il y a beaucoup de gens qui ont peur des chiens, par exemple. Puis, le chien va le sentir, puis le chien va toujours être après cette personne-là, puis ça va être dérangeant pour la personne. C'est comme le classique là, que monsieur, madame, tout le monde a plus l'habitude de voir puis de remarquer. Les chevaux sont un petit peu plus fins, ils savent, mais tu sais, c'est quand tu embarques dessus puis que là, tu commences à
à travailler avec eux autres, là, il faut que tu aies une capacité d'adaptation à l'animal hyper rapide, dans le sens que c'est à force de monter à cheval que il faut que tu apprennes à lire la personnalité du cheval. C'est plus fin qu'au niveau humain, je dirais, parce que, tu sais, nous autres, souvent, on communique par la parole. Avec le cheval, c'est vraiment des petits tests que le cheval va faire pour voir où est-ce qu'il peut aller. Puis, tu sais, dans tout le règne animal, les chevaux font pas exception, dans le sens que à l'état naturel, les chevaux vivent en meute, puis ils ont besoin d'un leader. S'ils n'ont pas de leader, ils sont anxieux, sont nerveux, puis ils vont tout faire pour essayer de trouver leur pilier finalement dans le troupeau. Fait que c'est sûr que, tu sais, si le cavalier, l'entraîneur embarque sur le cheval, puis que la confiance en soi est pas là, que le leadership est pas là, puis que c'est un peu du n'importe quoi, le cheval va le sentir, mais en quelques secondes. Là. Et ça va vite, vite, vite. Là. Fait que, tu sais, à force d'entraîner des chevaux, il faut vraiment développer la capacité de s'adapter en l'espace de 5 minutes et moins là, à l'animal qu'on entraîne. Puis en compétition, mais ça devient critique parce que là, le cheval se retrouve dans un environnement qui lui est vraiment pas familier. Fait que si en plus la personne qui est au-dessus de lui est pas un leader, allez, c'est sûr que là, lui, il pèse sur le bouton de panique, puis ça devient du n'importe quoi, là, tu sais. Fait qu'il faut vraiment, en compétition, en tant que cavalier, c'est super important d'être dans le moment présent pour pouvoir sentir exactement ce qui se passe en dessous de soi, donc le cheval, qui risque d'avoir une personnalité différente en compétition qu'à la maison, on s'entend, là, parce qu'il y a plein de facteurs qu'on contrôle plus finalement. Là. Fait que c'est sûr que ça fait une différence là. Fait que un bon cavalier doit être un leader. Ça, c'est sûr. Ouais, et ça, c'est incontournable. Là. Est-ce que ça t'a appris à mieux gérer le stress, à être plus calme ensuite quand tu es passé à l'escalade? Tout à fait. Je sentais que quand j'ai commencé en compétition, pour moi, ça me faisait drôle parce que j'avais l'habitude de gérer toujours un autre être vivant, plus moi. Oui, c'est ça. Tandis que là, quand je suis arrivée en compétition d'escalade, j'avais moi à gérer. Fait que là, j'étais comme, OK. C'est plus facile. J'ai la moitié du travail à faire, là, tu sais. Fait que c'est ça. Au début, ben, avant de commencer à faire de la compétition, tu sais, j'en avais tellement fait avec les chevaux que je m'étais dit que bon, c'était assez, puis je me voyais pas nécessairement là refaire de la compétition un jour dans quoi que ce soit là. C'est sûr que la première compétition que j'ai faite en escalade, ben c'est ça a été au-delà de mes attentes. Puis c'est ça, le fait que j'aille juste moi à gérer, que j'aille pas besoin là, de préparer le cheval le matin, d'embarquer dans le trailer, de juger sa personnalité sur le site de compétition, puis tout, vraiment juste de pacter mon petit sac à dos puis de partir, puis de gérer pas mal tout ce qui se passait autour de moi finalement, pas parfaitement, là, il y a toujours des imprévus, mais tu sais, ça restait quand même que ça devenait vraiment, vraiment plus léger. Là. Fait que je me suis retrouvée en compétition, j'étais d'un calme plat, là. Les gens qui paniquaient autour de moi, ben je m'arrangeais pour qu'ils soient pas trop proches de moi. Puis j'ai vraiment, vraiment pu appliquer ce que j'avais appris finalement au niveau équestre là, par rapport à mon environnement et à comment je me sens en compétition. Là. Fait que peu importe le niveau que j'ai tourné en compétition, mon background me suivit finalement. Là, j'ai trouvé qu'au niveau mental, j'avais vraiment une longueur d'avance. Puis au niveau mental, est-ce qu'il y a des techniques que tu appliques en particulier qui sont plus utiles que d'autres pour toi? Là? Est-ce que tu fais de la visualisation, des techniques de relaxation ou quoi que ce soit? En compétition, j'ai fait toutes ces choses-là. L'affaire que je dirais, c'est qu'il y avait beaucoup de trucs que j'avais en compétition que je faisais quand même assez intuitivement. Là. Oui, la visualisation, le fait d'avoir une routine, d'avoir toujours la même routine d'échauffement. Comme je disais tantôt, de me tenir loin des gens qui sont stressés puis qui parlent trop. Puis tu
tu sais, vraiment de faire mes petites affaires comme je les fais à la maison, finalement, là. Fait que ça me rassurait. Mais c'est toutes des choses que, tu sais, que j'avais développées au fur et à mesure quand je faisais de la compétition dans les chevaux. Je trouve ça intéressant que tu apportes le fait de rester loin de ceux qui sont plus stressés. Est-ce que des fois, ça voulait dire même des coéquipiers que tu te disais, bon, moi, je rentre dans ma bulle, puis c'est ça, j'ai besoin. Fait que désolé, mais moi, c'est comme ça. Là. Ah, je disais rien, je faisais juste m'effacer. Là. Je disparaissais. Puis au début, ben, je passais pour la sauvage. Puis après ça, les gens ont bien vu que c'était pas de la méchanceté. C'était juste un moyen pour moi de me concentrer, là, puis d'avoir les bonnes, les énergies que j'avais besoin avant de compétitionner, finalement. Mm-hmm. Fait que ça, c'est sûr que c'était super important. Ce qui m'est arrivé, c'est que c'est ça en compétition, étant donné que je prenais mon mental un peu pour acquis, j'ai pas eu l'impression d'avoir eu besoin de travailler tant que ça. C'est vraiment dans la dernière année là qu'il a fallu que je travaille un petit peu plus au niveau mental parce que j'ai eu des petites surprises qui sont arrivées là. Comme quoi, par exemple? Parce que là, j'essayais de me pousser à un niveau que j'avais jamais été là, sur la roche dehors. Là. Fait que là, il a vraiment fallu que j'essaye de me recentrer dans le sens que, tu sais, en compétition, c'était un peu du acquis. Par contre, là, comme quand j'ai voulu faire la voie d'escalade, la 14C que j'ai faite l'automne passé au Kentucky, là, tu sais, ça faisait plusieurs années que je m'entraînais d'une certaine façon. Là, j'ai carrément, tu sais, sorti de ma zone de confort d'entraînement en chamboulant la manière que je m'entraînais finalement. Là, tes routines, tes habitudes. Là. Oui, c'est ça. Tu sais, j'avais acquis un niveau confortable, mais tu sais, la zone de confort, c'est pas la bonne place à être pour essayer pour s'améliorer, de viser, d'aller plus haut finalement là, tu sais. Ouais. Fait qu'il a fallu que je m'en ramène au fait que ce qui me sécurisait au fait, puis qui me permettait de garder le focus, ben c'était vraiment de donner tout ce que j'ai à l'entraînement. Ou dans chaque minute de ma vie, dans chaque moment, de donner mon maximum finalement, là, que ce soit dans mes repos, dans ma récupération, nutrition, tout ce que je peux contrôler finalement, de vraiment le maximiser, vraiment de maximiser chaque minute, chaque moment finalement, tout ça en lien vers mon but, mon objectif, là, pas juste focusser sur le résultat, mais vraiment sur ce que je peux contrôler au quotidien. Puis ça, c'est sûr que ça m'a aidé à me sécuriser puis à me calmer par rapport là, à ce que j'avais comme projet, que j'avais aucune idée au fait si j'étais pour réussir ou non parce que c'était du terrain inconnu là, finalement. Mm-hmm. Puis as-tu eu une transition où est-ce que tranquillement tu as incorporé justement tes nouvelles habitudes ou est-ce que tu l'as fait tout d'un coup? Comment ça s'est passé tout ça là, d'optimiser chaque minute là? Au fait, ça, c'est quelque chose que je faisais aussi dans le passé. Par contre, là, ça a été plus la prise de conscience. À un moment donné, j'ai l'impression que mon mental s'échappait, tu sais. Fait que j'ai réalisé que, tu sais, là, je focusais peut-être un peu trop à ce moment-là sur le résultat. La peur de l'échec, finalement, de tout mettre mes œufs dans le même panier puis de peut-être pas réussir, finalement. Fait que là, j'ai essayé d'analyser un peu comme mon processus jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui m'avait aidé à garder un peu le contrôle dans toute mon évolution, finalement. Puis au fait, ce que je peux contrôler, ce que je peux pas contrôler, vraiment faire des listes à ce niveau-là, là, tu sais. Okay. Puis, ben, c'est sûr que quand mon programme d'entraînement a changé au début de l'été l'année passée, ben c'est ça. Il y avait toujours, il y avait beaucoup de doutes là, parce que j'étais comme, ok, ben là, je sais pas si je fais la bonne chose, tu sais, parce que c'était pas une méthode prouvée là, c'était exploratoire pour nous autres là, pour moi puis mon coach là. Fait que c'est ça, ça a été d'essayer de me ramener finalement
à ce qui fonctionnait pour moi dans le passé, mais que j'avais pas nécessairement analysé finalement là. Puis ben c'est sûr que c'est ça, je le dis puis je le redis là, tu sais, c'est tellement plus facile de rester dans une zone de confort, tu sais, comme par exemple en escalade, il y a beaucoup de gens qui atteignent, tu sais, qui travaillent fort pour atteindre un certain niveau. Puis je pense qu'il y a quand même pas mal de gens, tu sais, qui peuvent atteindre ce niveau-là. Puis après ça, ben par peur de déplaire, par peur de l'échec par rapport aux yeux des autres, ben, au lieu de se pousser puis d'essayer de contrer leurs faiblesses puis d'échouer devant les autres, ben il est mieux rester dans cette zone de confort-là. Mais pour atteindre l'excellence, c'est pas dans cette zone-là que ça se passe, là. Fait qu'il faut briser ça, puis ça, c'est pas facile, là. Non, c'est ça, c'est pas tout à fait facile en escalade. Là, tu sais, il y a tout le temps il y a tout le temps le niveau qu'on sait qu'on est capable de faire, puis qui est valorisant, dans le fond, qui nous donne confiance en nous, puis que le monde nous dise qu'on est bon, puis il y a le niveau qu'on essaie de peut-être d'atteindre, que lui, on échoue, puis c'est tough, puis c'est facile de tout le temps être dans cette petite zone de confort-là, puis ça fait du bien à l'ego, mais c'est ça, il faut mettre ça de côté des fois, puis bâtir sa confiance en soi autrement, là, si on peut dire. Oui, mais c'est vraiment pas facile, là. Non. Puis moi, je dirais que ce qui m'est arrivé, c'est que au début, quand j'ai commencé à faire de la compétition, personne n'avait d'attente. Dans le sens que moi, j'avais pas d'attente envers moi. J'avais pas de commanditaire tant que ça. Et les gens savaient pas j'étais qui. Fait que, tu sais, c'était beaucoup plus léger pour moi dans le sens que, tu sais, je faisais ce que j'avais à faire. Si ça passait pas, c'est pas grave. Personne me connaissait de toute façon. Puis ça passait entre deux chaises. Puis next, là, tu sais, prochaine compétition, un point, c'est tout, là. Mm-hmm. Là, avec les années, puis la voie que j'ai enchaînée l'année passée, ben c'est sûr que je me pointe dans un nouveau gym du jour au lendemain. Puis j'ai vraiment l'impression que malgré moi, ben les gens ont des attentes, puis malheureusement, les gens s'attendent que tu sois sensationnel à tout, à tout ce que tu fais, à tout ce que tu grimpes. Les standards deviennent complètement irréalistes finalement. Là, moi, je suis comme tout le monde. Là, il y a des journées que je file pas, il y a des journées que il y a des journées que je vais être poche, puis je le sais en rentrant dans le gym, là, tu sais. C'est pas parce que tu as réussi quelque chose une fois qu'après ça, tu sais, t'es supposé de rester là tout le temps. Ça marche pas comme ça, là, tu sais. Quand mes entraînements deviennent lourds, ben, mon escalade devient, ça plonge, là, dans le sens que il y a plus rien qui marche. J'ai appris à vivre avec, mais je sais bien qu'il y en a qui vont me regarder juger puis qui se disent, comment ça qu'elle tombe dans ci, comment ça qu'elle fait pas ça, puis ci, puis ça. Fait que c'est sûr que ça peut devenir extrêmement lourd. Puis là, ben c'est ça, on peut parler d'anxiété, de performance, puis tout à ce niveau-là, là. Ouais. Mais tu sais, je dirais que ça prend tellement d'humilité de juste comme continuer, de dire OK, là en ce moment, je suis dans cette phase-là. Oublie le regard des autres, concentre-toi sur ce qui se passe. Mais ça reste qu'en tant qu'être humain, on n'aime pas ça, se faire juger par les autres. Puis un gym d'escalade, que ce soit quand on fait du bloc un par un, puis qu'on sait bien que tout le monde qui est assis là nous regarde, ou en voit, ou quand on prend des plus grosses pauses, puis que finalement on sait que les gens nous regardent aussi, là, tu sais. C'est comme un sport qui est vraiment facile là, de se comparer. Puis c'est dans ta face quand ça marche pas, là, fait que tu peux pas le cacher ou passer à côté finalement, là, tu sais. Puis, moi, par rapport à ça, je me suis rendu compte à un moment donné, justement, que je regardais beaucoup comment les gens réagissaient après que je grimpais, mettons, après que je tombe ou de quoi de même. Puis, je me faisais des scénarios, je me disais, il m'a regardé, là, il s'est dit que j'étais pas bon, lui, il est capable de faire ça ou de quoi de même. Là, je me disais des choses qui se disaient dans sa tête, puis j'ai développé vraiment peut-être une habitude ultra simple, c'est simplement de ne pas regarder les gens quand je tombe. Le temps que je sors du matelas, je m'éloigne un peu, puis là, tout ce temps-là, je regarde à terre, puis je reste focus sur c'est quoi que je viens de faire, puis c'est quoi que je devrais faire de mieux, puis je trouve vraiment que ça m'aide de pas simplement pas croiser le regard des autres, là.
Oui, non, tout à fait. Moi aussi, quand j'embarque dans une voie ou dans un problème de bloc, je fais ce que j'ai à faire. Puis si je sens que c'est ça, ces gens-là vont me regarder, ben je vais partir dans l'autre direction quand je vais avoir fini. Puis si c'est en bloc, je vais aller m'asseoir ailleurs. Si c'est en voie, je vais prétendre que j'ai besoin, je sais pas, d'aller prendre une gorgée ou je sais pas quoi là. Ouais. Mais tu sais, vraiment de laisser un peu la poussière retomber finalement avant de lever la tête là, puis d'essayer d'analyser ce que les autres ont potentiellement pensé. De toute façon, ça change quoi là? C'est juste que c'est ça nous affecte qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Là. Mm-hmm. Ça nous affecte nous autres, mais la personne, elle s'en souviendra pas quelques minutes après là, que tu es tombé. Puis par rapport à ça aussi, c'était quoi mon idée que j'ai perdue? En tout cas, on va continuer. Bon, ben une chose qu'on n'a pas encore parlé, puis que évidemment, quand on parle de toi, ben c'est ce qui vient en tête en premier, c'est ta grandeur. D'ailleurs, j'ai plus entendu parler de toi récemment là, en lisant un de tes textes que tu avais écrit. Là, moins vous êtes grand, plus vous devez être fort. Oui. C'est vraiment intéressant. Puis par rapport à ça, est-ce que tu dirais qu'en ce moment, tu es devenue assez forte pour que ta grandeur te nuise plus ou est-ce que tu as réussi à atteindre ça? Non, ben je peux pas te dire ça parce que malheureusement en escalade, tu sais, bon dans le gym c'est des ouvreurs qui font les voies, mais tu sais dehors la roche te dicte certaines choses dans le sens que tu sais il y a certaines places où est-ce que je vais aller grimper, comme à Romney par exemple, à partir d'un certain niveau, c'est pas la roche qui a décidé que les petits pouvaient pas le faire, mais ça reste quand même que tu sais ça s'avère que la plupart des voies à partir de 14A en montant il n'y a plus d'intermédiaire, fait qu'on appelle ça vraiment des voies morpho, là. Fait que, tu sais, j'ai beau être la plus, tu sais, me donner à l'entraînement comme le plus que je peux pour essayer de balancer finalement le fait que je sois pas très grande pour pouvoir atteindre ces prises-là. Mais tu sais, à un moment donné, c'est ça, je peux pas faire des miracles non plus, là. Fait qu'il ça veut va dire toujours que avoir des... Ce type de voies-là, par exemple, les voies morpho, Oui. tu as eu une option de prise, dans le fond, si je comprends bien. C'est ça. Comme... C'est ça. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas d'option. Il y a une prise là, il y en a une autre là. Tu l'atteins ou tu ne l'atteins pas. Là, fait que ça, c'est sûr que ça reste quand même frustrant pour moi là, parce que j'aimerais ça les faire, ces voies-là, mais j'ai beau m'entraîner le plus que je peux, mais c'est ça, il va toujours rester des voies que je pourrais pas faire. Il y a des sites d'escalade au niveau des intermédiaires qui sont quand même un petit peu plus friendly, justement. Ça dépend du type de roche, là, mais comme au Kentucky, c'est une roche qui a toutes sortes de features, finalement, là, toutes sortes d'intermédiaires. Fait que les plus grands n'ont pas besoin de les utiliser, mais les plus petits, ben, on se gâte, là, parce que même si c'est des prises que la plupart des gens veulent pas tenir, ces prises-là existent. Là. Fait qu'au moins, il y a des options. Là, Fait que c'est ça. Ça dépend vraiment du type de roche. Là. C'est sûr que je peux pas me plaindre non plus dans le sens qu'il y a tellement de voies d'escalade qui existent partout que s'il y en a une qui marche pas, ben on peut toujours en essayer une autre. Là. Mais c'est sûr que les sites d'escalade plus à proximité comme Romney, ben c'est sûr que moi ça me frustre parce que là j'ai l'impression d'avoir déjà fait le tour quand dans le fond j'ai pas du tout fait le tour. Là. Fait que ça, ben c'est ça m'oblige. Là de plus en plus ça m'oblige à partir, à sortir finalement. J'aime ça partir, c'est juste que c'est moins facile pour moi là, étant donné que je suis pas athlète professionnel de juste dire ben là cette voie-là d'escalade en Espagne me tente, je vais partir pendant 2 mois, see you tout le monde, là, c'est ça. Fait que, j'aimerais quand même ça avoir des voies de plus haut niveau finalement, là, où est-ce que l'entraînement pourrait contrer dans toutes les voies finalement le fait que je sois petite. Là. Ouais. Mais la roche, c'est ça. La roche, c'est ce que c'est. Là. Puis dans le fond, toi, tu as quand même trouvé des moyens de combler cette limite-là, en t'entraînant plus fort, en trouvant des méthodes alternatives comme ça. Mais en même temps, il faut que tu sois capable aussi de reconnaître quand tu as une voie qui n'est pas accessible pour toi, sinon tu vas simplement te nuire à ta confiance puis être découragé pour rien, là, tu sais. Oui, c'est ça. Ça m'arrive. Ça m'arrive là, encore over and over là, de
de voir une voix, puis de me dire aïe, ça m'inspire, puis tout, puis de l'essayer, puis de la réessayer, puis de la réessayer, puis de finalement être obligé de juste me dire que ça marchera pas finalement. Là, mais étant donné que que c'est pas la première fois que ça m'arrive, dans le sens que ça m'arrive quand même à toutes les années finalement. Là. Ouais. Je le prends pas mal moins, je le prends plus aussi mal qu'avant. Là. Il y a eu un processus qui s'est fait aussi à ce niveau-là. Là. Avant, je devenais vraiment choquée noire, là, je trouvais ça injuste, puis tout un peu comme qu'est-ce que j'expliquais dans mon article. Là. Puis, à un moment donné, c'est ça, il faut être résilient puis savoir passer à d'autres choses. Là. Oui, puis c'est ça, tu disais ce que je peux faire en mon contrôle. Ce que je peux faire en mon contrôle, c'est de m'entraîner le plus possible. Là. C'est ça, tu disais qu'au début, ça te frustrait, tu réagissais vraiment mal à ça, puis un moment donné, il y a comme eu un déclic que tu t'es rendu compte, je pense que c'est quand tu as rencontré, je me souviens plus de son nom, là, l'autre fille qui fait de l'escalade. Là. Oui, exact. Lénil à Rifle, oui, c'est ça. Que tu t'es rendu compte qu'il y avait, dans le fond, cette fille-là était pas... tu étais capable de la regarder dans les yeux sans te casser le cou, puis que il y avait des moyens là, de s'adapter. Oui, c'est ça. Elle, c'est carrément une des plus grandes grimpeuses au monde. Là, elle a été une pionnière dans l'escalade là, pour les femmes, finalement, là, entre autres. Là. Fait que c'est sûr que, quand j'ai jasé avec, c'est ça. Ce jour-là, ça a vraiment été, là, ça a été vraiment particulier pour moi, là. Je me disais, ça a été le déclic. Ouais, c'est clair qu'elle, elle avait les mêmes contraintes que moi, puis on a même parlé, là. Elle était comme, elle me posait des questions sur la voie que je travaillais. Elle me dit, y a-tu des gros moves là-dedans? Puis tout, dans les premières minutes qu'on parlait, là, fait que clairement, c'est ça. C'est un problème que plusieurs personnes qui sont plus petites ont, là, même si t'es le plus grand ou la plus grande grimpeuse au monde, là. Fait que c'est ça. Fait que là, elle me demandait, qu'est-ce que t'as fait? C'est quoi ton bêta alternatif, là, Fait que c'est ça, à force de jaser avec elle, ça l'a vraiment changé ma perspective. Je me suis rendu compte que elle, son approche à l'escalade, c'était toujours OK, sont où les solutions? C'était vraiment c'était pas une approche le genre non, là, ça marchera pas. Là, c'était vraiment OK, là, on fait quoi? Si ça, là, on gère ça comment? C'est-tu faisable? Puis sinon, on passe à autre chose. C'est une approche qui est. Dans les fleurs de tapis, bref, là, tu sais. En même temps, c'est une approche qui doit être vraiment utile en ce moment. Là. Pour tous les athlètes qui fonctionnent comme ça, là, qui sont capables de trouver des solutions rapidement, ces personnes-là sont capables de se revirer rapidement. Oui, tout à fait. Oui. Puis, je vais juste revérifier mes questions que j'avais. Là. Je m'étais noté une couple de trucs. Là. Oui, moi, c'est ça. J'ai pris pas mal de notes parce que il y a des affaires que je voulais pas oublier. Oui, y a-t-il des choses que tu voulais parler en particulier? Il y a un point que j'aimerais ça aborder. Il y a ça me fait toujours un peu sourire parce que, avec les médias sociaux, les gens ont tendance à voir un résultat. Puis, on dirait que tendent à oublier les heures d'acharnement, les échecs qui ont été là en route, les heures de solitude à travailler sur des petits détails que pour eux autres c'est peut-être anodin, mais qui permet à plusieurs athlètes finalement d'arriver à leur fin. Puis moi je dirais même que il y a beaucoup de gens qui aiment mieux conclure que s'ils voient quelque chose, par exemple, passer sur les médias sociaux, il aime mieux conclure que ce succès-là, c'est dû à un talent né, finalement. Là. Fait que ça leur donne une excuse de pas être au même niveau. Souvent, les gens ne veulent pas entendre ce qui se cache derrière un succès, finalement. Là, c'est juste plus beau, plus facile de dire lui ou elle, elle a réussi parce qu'elle est talentueuse, point barre. Ça donne des raisons si eux, ils réussissent pas. Oui,
C'est ça. Puis, tu sais, une question que j'ai régulièrement, c'est, tu sais, les gens me disent, OK, c'est quoi ton secret du succès? Ça me fait toujours sourire parce qu'au fait, il n'y en a pas de secret. C'est toujours ça que je réponds, là, tu sais, oui, c'est important de se setter des buts, mais tu sais, les gens ont tendance, tu sais, s'ils ont un but, de l'étendre, là, genre at large sur les médias sociaux puis tout, mais quand c'est le temps au quotidien de carrément mettre les mains à la pâte puis de vraiment s'acharner sur toutes leurs faiblesses, ben, ça dure 2 semaines puis après ça tombe dans l'oubli, mais le gros but, par exemple, sur les médias sociaux reste là, finalement, là, tu sais. Fait que, puis après ça, ben, quand ils arrivent pour par exemple, dans leur projet, dans leur voie, puis que là, ça fonctionne pas, ben, j'ai l'impression qu'ils oublient un peu que la quantité d'efforts que tu as mis, qui se cache dans le processus, finalement, vraiment à chaque jour, ce que tu peux contrôler, ben si c'est pas là, puis tu as juste étendu ça at large sur les médias sociaux, ben le succès peut pas être là non plus. Fait que, la quantité d'efforts aussi est proportionnelle à la quantité de fierté que tu vas avoir après, là. De faire une voie ou un problème que tu réussis du premier coup, ben ça peut être moins satisfaisant, tout dépendant, là. Peut-être si c'est un problème qui est facile, ben ça peut être pas mal moins satisfaisant que le problème que tu as travaillé pendant 2-3 jours là, non-stop. Là. Oui, c'est ça. Puis tu sais, le succès, tu sais, oui, de réussir quelque chose de grand, c'est cool, là, mais tu sais, si tu es conscient de tous les efforts, de tout l'investissement complet que tu as mis, genre, comme je disais tantôt, dans le moment présent, à chaque minute, tu sais, ton succès devient beaucoup plus profond finalement, là, tu sais, a beaucoup plus de sens que de juste comme réussir peut-être quelque chose qui t'a pas demandé autant d'investissement finalement. Là. Fait que c'est là que le résultat, ben, quand tu travailles puis que tu vis comme ça, ben ça devient une conclusion finalement là. Dans le fond, c'est important aussi de trouver la satisfaction dans tous les petits entraînements, toutes les petites habitudes que tu fais à chaque jour, toutes les petites améliorations et non seulement dans le gros succès à la fin. Oui, c'est ça. Puis moi, c'est ça. C'est les médias sociaux, ça peut vraiment devenir une distraction à ce niveau-là. Au point que, tu sais, on est tellement enseveli de gens qui ont plein de succès autour de nous que j'ai l'impression que des fois, les gens oublient ce qui se cache vraiment sincèrement derrière tout ça. Puis ça devient un piège au fait, là. Fait que moi, je dirais aux gens, je mets des fois des amis au défi parce qu'ils savent que le projet que j'ai eu l'année passée au Kentucky, j'en ai pas parlé à personne sauf à mon chum puis à mon coach, là, puis à 1 ou 2 amis proches, là. Mais tu sais, j'ai jamais étendu ça à nulle part qu'est-ce que je voulais faire parce que pour moi, c'était un processus personnel. Je savais pas si j'étais pour être capable de l'accomplir. Je voulais pas créer d'attente. Je voulais pas avoir de gens qui viennent me voir au gym pour me demander j'en étais où dans mon entraînement puis si je pensais que c'était pour passer. Fait que c'est ça, tu sais, d'avoir un but pour soi-même sans savoir si ça va le faire finalement en fin de l'année. C'est un beau défi à avoir, je pense, parce que tu sais, si ça passe pas, ben au fait, il y a personne qui le savait sauf toi, là. Si ça passe, ben ça en surprend plusieurs. Fait que, en même temps, ça peut être aussi une bonne façon de se diminuer la pression là, pour les personnes qui pourraient avoir plus de difficultés à vivre avec le stress associé à ça. Tu sais, il y en a qui vont parler de leur résolution à tout le monde, puis ou de parler de leur objectif vraiment à tout le monde, mais ça ajoute un stress aussi là, de voir des personnes qui vont rendre des comptes à chaque fois, puis voir puis ça avance-tu rendu là, est-ce que tu le fais pour toi ou est-ce que tu le fais pour les autres? Là? C'est la question aussi à se poser. Non, là. C'est ça. Et si tu le fais pour les autres, on s'entend que ça marchera pas. c'est malsain, là. C'est malsain, là. Ouais. C'est toujours, tu sais, comme quand je coach chez Alléop, quand c'est ouvert. Oui, c'est ça. Normalement. Tu sais, je dis toujours à mes participants, tu sais, que, tu sais, peu importe ce que tu fais, l'important dans la vie, c'est pas le triomphe, mais c'est de s'être battu, là. L'important, c'est de pas avoir
l'essentiel, c'est pas nécessairement d'avoir gagné, mais de s'être battu contre soi-même. Là, comme tu disais tantôt, la personne qui va t'avoir regardé grimper puis qui se retourne chez eux le soir, là, elle va avoir d'autres choses à penser en se couchant que genre toi qui es échoué dans ta voie, là, tu sais. Ouais, l'un des gros ennemis en escalade, c'est la comparaison aussi, là, parce que encore là, on parlait de grandeur tantôt, là, chaque personne a vraiment une grandeur différente. Des fois, même si tu as la même grandeur, tu peux aussi avoir une portée qui est différente au niveau de tes bras. Fait que, tu sais, c'est très difficile de se comparer, là. C'est même, même que c'est inutile. Malsain, ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Tu sais, moi, quand je regarde les autres grimpeurs, en général, c'est vraiment pour essayer de... Tu sais, même si c'est des grimpeurs plus grands que moi, tu sais, de voir, OK, ils gèrent leur vitesse, leur tempo d'escalade comment dans la voie. Ça va me donner des indices. OK, cette partie-là est facile, cette partie-là est plus difficile. Ils font quoi avec leurs pieds, avec leur changement de poids, puis vraiment d'aller chercher plus des finesses finalement comme ça qui risquent de m'aider dans une voie que j'aspire à faire ou une voie que je travaille. Là. Fait que c'est sûr que dans mes périodes de repos, dans le gym en voie ou en bloc, là, ça va être plus d'essayer de décortiquer finalement ce que la personne fait pour pouvoir après ça aller chercher du bêta, là, comme on dit. Là. Ouais. Parce que critiquer, c'est ça. Ça n'apportera pas grand-chose au quotidien. Là. J'aime bien Mais bon. J'aime bien le mot que tu utilises, là, des indices. Là, quand on regarde les autres, c'est vraiment d'utiliser ça comme aller chercher des indices là-dedans, des façons qui pourraient être possibles. Mais rendu là, c'est de l'essai-erreur. Là. Chaque personne va le faire différemment. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis sinon, pour le futur, là, je sais que tu es une fille qui carbure beaucoup au défi en ce moment. Comment tu vois ça là, au niveau des objectifs? C'est quoi qui t'attend pour les prochains mois, prochaines années? Je sais que c'est dur à dire, là, mais... Oui, bien, c'est sûr que l'année passée, la voie que j'ai faite, pour moi, ça a été une nouvelle porte qui s'est ouverte finalement, là, un niveau que j'ai vu qui m'était accessible finalement. Ce qui est moins facile pour moi, c'est que étant donné que je suis autofinancée, ben j'ai jonglé avec le fait que je me suis mis à temps partiel au travail, je me suis entraînée plus puis tout. Si je veux continuer comme ça, c'est sûr que mon but, ça serait de consolider finalement ce niveau-là, donc d'essayer d'autres voies du même niveau finalement. Les compétitions t'intéressent pas nécessairement? Ou? Non, la compétition, j'ai arrêté en 2016. Okay. J'ai fait les championnats du monde à Paris, puis j'ai fait quelques coupes du monde en Europe aussi pendant cet été-là. Là. Puis pour moi, j'ai réalisé que la compétition de très haut niveau, là, au fait, c'est comme deux disciplines qui se séparent. Là, la compétition de haut niveau et la roche, à un moment donné, pour performer dans un ou dans l'autre, il faut vraiment se concentrer sur un ou sur l'autre. Là. À part d'être vraiment athlète commandité à temps plein, même à ça, je dirais que les athlètes qui performent au niveau international en compétition sont des athlètes commandités, ils grimpent à temps plein, puis malgré ça, ils grimpent très, très peu sur la roche. Là, ils se concentrent 100% sur l'escalade de compétition. Puis moi, c'est ça, après les championnats du monde à Paris, je me suis un petit peu retrouvée à la croisée des chemins. Là. J'ai eu comme l'impression qu'il fallait que je fasse des choix. Là. Soit que je décide de vraiment comme pousser plus l'escalade au niveau international ou de garder, de pousser plus sur la roche finalement. Puis moi, à la base, ce qui m'avait intéressé de l'escalade, c'est ça, c'est le côté aventure, de trouver mes propres lignes inspirantes puis de voyager. Fait que j'ai poursuivi l'entraînement, mais j'ai aussi pris la décision que mes entraînements étaient pour être orientés vers la roche parce que c'est ce que j'aime le plus finalement. Ouais. Donc, juste faire de la compétition pour le fun, pour moi, c'est pas concevable là, dans le sens que si je fais de la compé, je le fais à part entière. Sinon, j'ai décidé de me dévouer finalement à l'escalade de roche. Fait que j'y mets autant de temps et d'énergie que quand je m'entraînais pour la compétition.
non, la compé, j'ai décidé de mettre ça de côté. Puis, as-tu eu déjà des difficultés mentales avec les hauteurs, avec la peur de tomber? Pas tant ça, non. Tu sais, peut-être les premières années, mais c'est quelque chose que j'ai réussi vite à casser finalement, là, puis c'est pas compliqué. C'est en tombant qu'on finit par s'habituer de tomber, là. Ouais. Fait que à la base, j'avais pas le vertige ou quoi que ce soit. C'est sûr que, tu sais, au début, on gère mal la corde, ou les problèmes de bloc, on arrive en haut, on a un mouvement engagé, puis on n'est pas à l'aise, là. Mais bon, c'est sûr que moi, je trouve que c'est en voie que le mental peut nous jouer plus de tours à cause des chutes, là. C'est clair, ouais. Fait que non, ça, et quand je me suis rendu compte que c'était un de mes problèmes, c'est sûr qu'à force de faire de l'escalade, on gère de mieux en mieux notre environnement, là. Mais je me suis forcée beaucoup, beaucoup à tomber souvent les premières années, là. C'est ça, il y en a encore de mes amis qui le font, là, même après plusieurs années d'escalade, là, de se laisser tomber par exprès là, avant de clipper l'ancrage ou quoi que ce soit dans leur échaud, là, juste pour mettre le mental, pour activer le mental finalement, là, pour pas avoir ça dans la tête finalement pendant qu'il grimpe. Là. Ouais, c'est clair que si tu grimpes en pensant à ça, moi, je suis allé une fois à l'extérieur, en fait, là. Sinon, je fais juste du bloc en dedans, là. Puis c'est incroyable comment que j'étais tendu musculairement, que j'avais de la misère à faire des moves qui me semblaient faciles, là, de vue, là. Et ça change vraiment tout, là. Non, c'est complètement une autre dimension, là, tu sais. Puis là, c'est là que avoir un bon partner devient vraiment critique, là, tu sais. Parce que si en plus on n'a pas confiance en notre partner, là, c'est sûr qu'on ira nulle part, là. Mais tu sais, c'est sûr que la transition dehors au début, c'est jamais très, très rassurant, là, tu sais. Ça reste quand même que les centres d'escalade, c'est un environnement contrôlé, là, tu sais. Dans le sens que, tu sais, c'est ça, on voit les couleurs, on sait où est-ce qu'il faut s'en aller. Puis souvent, il y a des matelas à terre puis tout. Fait que c'est quand même différent, là. Ouais. Dehors, c'est ça, c'est intimidant au début, mais tu sais, c'est à force d'en faire, il y a pas de secret, là. Puis ben, j'ai souvent des participants aussi dans mes cours qui aiment pas tomber, puis c'est clair que je les achale dans le sens que ils vont tomber avec moi jusqu'à mort sans suivre, dans le sens c'est pas qu'ils tombent à terre, là, mais que tu sais, que tomber, ça devienne comme grimper, là. C'est ça. Il y a pas, il faut vraiment. Puis tu sais, c'est sûr que tu sais, au niveau mental aussi, ceux qui ont une peur noire ou qui ont le vertige, là, carrément, là, tu sais, j'essaie de leur faire changer leur perspective puis de les obliger à se concentrer sur ce qui se passe dans leur corps, avec leurs pieds, avec leurs mains, avec leur poids, vraiment d'essayer de complètement leur changer les idées finalement, puis de leur parler beaucoup pendant qu'ils grimpent. Pour qu'ils réussissent à faire abstraction à ça, qu'ils soient tellement occupés mentalement finalement que la chute devienne, qu'ils fassent abstraction à la chute finalement. C'est ça, mais bon, c'est sûr faut occuper l'esprit facile, parce que ça va être des trucs obligatoires là. Ouais. Ben c'est ça, la peur, dans le fond, elle se passe dans la tête, elle se passe dans ce que tu dis comme discours. Fait que si tu remplaces ça par quelque chose d'autre, tu te concentres sur un certain sens, ben là, tu vas occuper l'esprit. Puis sinon, il y a aussi la fameuse désensibilisation, là, de façon progressive, là, de tomber tout le temps un petit peu de plus haut. Mais c'est ça, il n'y a pas de secret, dans le fond. Il faut tomber si tu veux enlever cette peur-là. C'est juste que il y a des petites façons de twister un peu, là, de gérer de jouer avec le cerveau, si on pourrait dire, là. Oui, parce que moi, dernièrement, j'ai eu un monsieur dans mes cours proche de la cinquantaine, il me dit, en commençant, il dit, moi, ça fait 20 ans que je suis pas tombée, puis je tomberai pas non plus dans tes cours. Ça a commencé de même, j'étais comme, OK, mon gars, mais tu prends un cours de progression avec moi, puis on en a pour 8 semaines ensemble, là, fait que je t'annonce que c'est peut-être mieux de pas prendre mon cours d'abord. Puis finalement, je l'ai fait tomber 5 fois dans sa première séance, là. Fait que c'est ça. On a négocié. Ouais. Mais je l'ai envoyé dans des affaires dures. Je savais qu'il était capable. J'y ai parlé, j'ai occupé son esprit. Puis finalement, première affaire, ce qu'il a su, c'est qu'il avait tombé puis qu'il s'en attendait vraiment pas, finalement. Mm-hmm. Il y avait un bon assureur puis tout. Fait que là, ben, il a pris confiance. Puis
Puis finalement, ben, tu sais, il a pas quitté mon cours. Il a continué, là. Mais j'ai ça. De temps en temps, j'ai ce genre de personne-là là, qui veut juste pas tomber, puis c'est catégorique, là. Mais en même temps, c'est ça. Moi, je donne des cours de progression. Fait que c'est sûr que la suite logique dans la progression, c'est de casser ces plateaux-là, ces habitudes-là qu'on a, là. Ouais, parce que t'as pas le choix de... Pour passer à un autre niveau, t'as pas le choix de faire des voix qu'il va falloir que tu répètes plusieurs fois. Puis s'il faut que tu répètes, ben tu vas tomber, là. Pousses, là. Ouais, il faut que tu te pousses, là, parce que si tu n'exposes pas ton corps à des mouvements plus difficiles, ben tu peux pas apprendre, là, dans le sens que c'est ça. C'est toujours de sortir de sa zone de confort. Exact. J'ai fait le tour de mes questions. Fait que je sais pas s'il y avait d'autres choses sinon que tu voulais mentionner ou ajouter. Normalement, je t'aurais demandé si tu avais des conférences ou des événements à venir, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe, c'est à site. Ben non, moi j'ai eu les gagas hier, c'était quand même pas mal gros finalement là. Ouais. Puis mais non, sinon, est-ce qu'on peut te suivre à quelque part? Ben j'essaie d'être quand même active sur Instagram puis sur Facebook là. Je poste quand même régulièrement là-dessus. Il y a eu un podcast il y a pas longtemps qui a été fait avec David Savoie. C'est Escalade Québec, super intéressant. Oui, c'est ça. Ouais. Avec David Savoie. Fait que c'est ça, là. Dans le fond, les 3 derniers que j'ai eus, c'était avec David Savoie, les Gaga hier, puis avec toi aujourd'hui, là. Il y en a un dans l'air qui était avec Montagne au féminin. Je ne sais pas si ça va être cette année ou l'année prochaine, là. Ou cet automne, au fait, mais c'est ça. Pour l'instant, ça va pas mal être ça. Fait qu'après ça, ben c'est ça. Là, pour l'instant, on joue pas beaucoup dehors. Fait que on essaie d'être un peu créatif avec le contenu sur sur les médias sociaux là. Ben oui. Mais c'est là que je suis quand même le plus active, là. Puis, mais par exemple, j'ai pas trouvé de page Facebook athlète ou quoi que ce soit. Je pense. T'as-tu juste une page personnelle sur Facebook? Oui, c'est ça. Au fait, j'avais une page d'athlète, mais je me trouvais à poster le même contenu aux 2 places, là. Fait qu'à un moment donné, je me suis tannée, j'ai juste mis ma page personnelle publique, puis c'est là que je poste toutes mes affaires, là. Parfait. Fait que c'est ça. Les gens ont le choix de faire une demande d'amitié ou juste de me suivre, là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est là-dessus que je pose toutes mes affaires. Puis sur Instagram aussi, là. J'ai mon site web, mais lui, je l'update pas bien souvent. OK. C'est plus pour le background puis tout, là. Et c'est ça, l'histoire derrière tout ça, là. Tout ce qui a été, les articles qui ont été faits jusqu'à date puis tout est là-dessus, là. Mais c'est ça, là-dessus. J'écris pas de blog en soi ou quoi que ce soit. Avec Instagram, c'est rendu quand même sympathique là, de mettre des petites histoires au fur et à mesure, là, au lieu d'écrire un gros blog, là. Mm-hmm. Parfait. Ben merci d'avoir accepté l'invitation et ben, je te souhaite des bonnes prochaines semaines malgré tout ça. Oui, ben j'espère que ça va bien aller au travail. Oui, ouais. Là, c'est ça, je tombe en 2 semaines de vacances, là, fait que c'est ça va être, ça reste à voir, ça va être comment quand je vais revenir, mais bon. Pas les semaines de vacances que tu attendais non plus. Non, c'est ça qui vont se passer tranquille à la maison, finalement, là. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Mais non, je suis super contente que ça allait fonctionner. Je suis super contente qu'on ait réussi à faire ça quand même, là, parce que c'est le mot-clé du podcast aussi, s'adapter. Je pense que tu te connais bien là-dedans, là. Bon, bien. Fait que merci beaucoup de l'invitation, d'avoir accepté d'être là, puis je te souhaite une bonne fin de journée. Ben, toi aussi. Salut, là. Bye.